Je reçois donc notre invité Barthélémy Diaz. Dites-nous, est-ce que vous vous considérez toujours comme un responsable et membre du Parti socialiste? Bien sûr, je suis un responsable et membre du Parti socialiste et du dernier congrès du Parti socialiste, au même titre que ceux qui pensent que le Parti socialiste est une propriété qui leur appartient. Alors, vous occupez quel poste dans ce parti? Je suis le secrétaire national adjoint à la vie politique, donc je suis juste après Khalifa Sall au niveau du secrétariat national à la vie politique. Alors, le secrétaire national à la vie politique se charge de l'organisation du débat politique dans le parti, les réunions, etc. Khalifa Ababacar Sall, qui devait le faire, est dans les liens de la détention. Est-ce que cela veut dire aujourd'hui que c'est à Barthélémy Diaz que revient cette charge? Je pense que la question, je ne la poserai pas comme telle. Je pense aujourd'hui que d'abord Khalifa Sall est en prison d'abord, il faut le signaler, dû à un complot politique, bien sûr, auquel le Parti socialiste y a participé. Je voulais seulement dire aujourd'hui que cela relève de la responsabilité, entre autres, du secrétaire national à la vie politique, de faire en sorte que la vie politique du Parti socialiste soit saine et que les choses se passent normalement. Je rappelle que le dernier congrès, donc le 15e congrès du Parti socialiste, a eu à élire une direction pour un mandat de 4 ans. Et ce mandat prend fin en juin 2018. Et bien sûr, il y a des préalables pour pouvoir aller vers un congrès. Entre autres, il y a le lancement de la vente des cartes. Je pense que ma décision d'être candidat au poste de secrétaire général du Parti socialiste. Vous êtes candidat, oui. Et malheureusement, j'ai des camarades qui aujourd'hui s'excitent pour un oui, pour un rien. Donc après, je pense qu'ils ont eux-mêmes annoncé le lancement de la vente des cartes à partir du 1er décembre. J'ai patienté le 1er décembre. Bien après le 1er décembre, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. J'ai pris sur moi la responsabilité de faire en sorte que le Parti socialiste puisse avoir une vie politique. Et cela, bien sûr, on l'a de Kaolack. Justement, vous étiez en conclave à Kaolack ce samedi. D'après ce que j'ai lu dans la presse, ça a été une réussite. Il y avait foule à Kaolack. Pourquoi un conclave et quels ont été les participants à ce conclave? Le conclave, parce que d'abord, ceux qui ont aujourd'hui la charge de diriger le Parti socialiste, depuis l'installation du président Macky Sall à la tête du pays, ils ont décidé de ne plus faire de la politique. Ils ont décidé de faire dans le suivisme. Ils ont décidé de mouvement de soutien, pour ne pas dire des accompagnateurs du président Macky Sall. Et je pense que cela n'honore aucunement les pères fondateurs du Parti socialiste. Et cela est totalement en contradiction avec le rôle constitutionnel d'un appareil politique, qui est de pouvoir conquérir le pouvoir à travers les suffrages. Donc ce conclave nous a permis de pouvoir réunir des responsables du comité central venant des 45 départements du Sénégal, donc des 14 régions, et à Kaolack qui est le bastion du Parti socialiste, parce que Kaolack est la région même qui a vu le Parti socialiste naître il y a plus de 70 ans de cela. Nous avons été accueillis par le président de l'Union régionale de Kaolack, le président Samba Oumani Touré, avec la présidente des femmes de la région de Kaolack, Madame Niania Fall. Et on a été accueillis dans la commune de Kaolack par le responsable Djokel Gadiaga. Et cela s'est très bien passé. Nous avons échangé sur la situation du parti, sur quel doit être, bien sûr. Et il faut qu'on se comprenne, le Parti socialiste n'est l'héritage de personne. C'est un patrimoine national qui doit être préservé. Et nous avons eu des échanges assez intéressants. Nous avons effectivement eu une résolution, certains l'appellent une déclaration, d'autres un manifeste, le manifeste de Kaolack, où nous avons bien sûr dit avec force notre ancrage dans le Parti socialiste et nous avons dénoncé ce que nous considérons aujourd'hui comme étant l'état du Parti socialiste, dégager les perspectives d'avenir. Vous avez fait le diagnostic de la situation actuelle du parti. En résumé, que retenez-vous? Un parti qui marche régulièrement comme toutes les autres formations politiques, ou bien le PS est devenu autre chose? Je crois qu'aujourd'hui le Parti socialiste malheureusement est pris en otage par une minorité qui aujourd'hui verse dans l'escroquerie politique et intellectuelle. Et ce que nous avons, nous, décidé de faire aujourd'hui, c'est de faire revivre le Parti socialiste. Je donne un simple exemple. Depuis l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir,
entendu le Parti socialiste se prononcer sur une quelconque politique sectorielle du gouvernement. Aucune déclaration. Comme cela se faisait sous l'Ancien Régime, chaque semaine le bureau politique se réunissait. Aujourd'hui, nous avons par exemple décidé de reprendre cette communication au nom, pour le compte et l'image du Parti socialiste. Certains ont souhaité faire débarquer l'actuelle direction. Je crois que la majorité s'y est opposée. Nous avons donc décidé... Donc, il a été dit par certains participants il a été proposé une commission ad hoc qui va diriger le Parti socialiste. Je rappelle aujourd'hui que cette minorité qui n'est pas propriétaire du siège du parti, bien sûr, de par sa proximité avec le pouvoir, aujourd'hui, toutes les réunions qui sont organisées à Dakar, à Colobane, s'organisent sous haute sécurité policière. Et vous comprendrez aisément qu'on refuse de verser dans la provocation. Nous considérons que ces gens n'ont pas le monopole du socialisme, pour ne pas dire malheureusement, excusez-moi l'expression, le monopole de la bêtise. Mais nous avons décidé de nous organiser au socialisme d'avenir et non au socialisme de caserne pour pouvoir construire un PS d'avenir et bien sûr pouvoir faire en sorte que la démocratie sénégalaise puisse respirer. Parce qu'il s'agit, au-delà du Parti socialiste, il s'agit que la démocratie sénégalaise, qui est malmenée depuis l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir, puisse respirer et respirer comme il se le doit. Vous en conviendrez avec moi, Barthélémy Diaz, le Parti socialiste n'est pas un parti comme tous les autres, c'est un parti qui a une histoire, une culture, un patrimoine. Ce parti-là, personnalité, se mettre en face de Ousmane Tanor Dieng, ils l'ont payé cher, finalement ils ont quitté le parti. On peut en citer beaucoup, Mamadou Diop, Abdoulaye Mokhtar Diop, Robert Sagna, Souti Touré et bien d'autres que je ne cite pas certainement, Moustapha Niasse, le défunt Djibo Leyti Ka. Aujourd'hui, quelle est la force ou bien le secret de Barthélémy Diaz, Khalifa Sall, Bamba Fall pour éviter de subir le même sort que ceux qui ont osé défier Tanor il y a quelques années, avant vous? Parce que nous croyons d'abord en l'avenir du Parti socialiste. Nos camarades actuels pensaient que nous allions démissionner, que nous allions bouder. Ils pensaient qu'en chantant sur tous les toits, sans être gênés par le ridicule, bien sûr, qu'ils allaient nous exclure. Je le répète avec force, ces individus n'ont ni les moyens politiques, ni les moyens humains de pouvoir nous exclure du Parti socialiste. Et ils savent très bien de quoi nous parlons. Ils disent qu'en janvier, vous serez exclu. Oui, mais vous savez, je pense qu'on se connaît assez. On se connaît assez et je pense que lui-même, qui est en train d'observer, il reçoit des bulletins de renseignement, il sait très bien qui est le Parti socialiste. Alors, autre chose qu'on a également remarqué par rapport au conclave, ça a suscité commentaires dans l'opinion, mais également du côté de la direction du Parti socialiste. Le porte-parole du parti, Abdoulaye Wilane, a dit sur les médias que ce conclave-là, c'était des enfantillages de Khalifa Sall et de ses ouailles. Que dites-vous de ce commentaire? Vous me permettrez d'opposer seulement le mépris et le silence. L'individu ne mérite aucune considération de ma part. Alors, autre chose également qu'il a dit, et là, forcément, on va commenter ça, c'est l'attaque contre Abdoulaye Elimane Kane. Abdoulaye Elimane Kane, ce n'est pas n'importe qui dans le Parti socialiste. Certains même disent que c'est la tête pensante du parti. Abdoulaye Wilane dit aujourd'hui qu'Abdoulaye Elimane Kane, c'est un transhumant qui a trahi Senghor pour se retrouver avec Abdou Diouf. Que dites-vous de tout cela, vous qui êtes dans le parti? Je viens de vous dire que cet individu, le jour où il fait croire qu'il est avec le président Macky Sall, je préfère ne pas vous dire ce qu'il fait. Cet individu constitue ce qu'un homme politique ne doit pas être et ne doit pas faire en politique. Abdoulaye Elimane Kane, je pense que Ousmane Tanor Dieng me suit. Je crois qu'Ousmane Tanor Dieng lui-même n'osera pas dire cela du ministre Abdoulaye Elimane Kane. Abdoulaye Elimane Kane, en synthèse, quand Abdoulaye Elimane Kane donne sa position au niveau d'une instance du Parti socialiste, le débat est clos. Voilà. Rappelons qu'il a été également porte-parole du Parti socialiste années, juste après la chute du parti. Alors maintenant, vous avez engagé un combat. Vous nous avez dit tout à l'heure que la direction actuelle du parti ne se réunit plus pour se prononcer sur les questions d'actualité. Vous allez vous réunir régulièrement, certainement. Que comptez-vous faire concrètement pour récupérer le Parti socialiste? Nous comptons d'abord, comme je l'ai déjà dit, nous organiser. Nous comptons agir, parler au nom, pour le compte et l'image du Parti socialiste. Et personne ne pourra nous empêcher. Et ceux qui sont en train de s'exciter sont libres de saisir le tribunal, comme nous l'avons fait, parce que nous avons considéré effectivement que l'actuelle direction a versé dans le faux et l'usage de faux, surtout en écriture. Je rappelle que les derniers textes ont été votés par un congrès, déposés au ministère de l'Intérieur, et les textes du Parti socialiste ne peuvent pas être modifiés sans
la tenue d'un congrès. Et certains sont permis de les modifier par le biais d'une commission ad hoc. C'est du faux, c'est de la tricherie. Et ça, on ne peut pas le laisser passer. Maintenant, j'ai déjà dit de lancer la vente des cartes. Nous avons lancé, nous, une vente de cartes à Kaolack. Mais ils sont libres de saisir le tribunal, s'ils osent saisir le tribunal. Parce que vous savez ce qui est intéressant avec le tribunal, c'est que nous allons discuter de tout. Tout avec un grand T, y compris du patrimoine du Parti socialiste. Alors, le patrimoine, ça vous intéresse? Très bien. Alors, à combien d'ailleurs peut-on évaluer le patrimoine du parti? Vous avez un siège qui fait plusieurs mètres carrés. À votre avis, le patrimoine du PS, c'est combien et ça se trouve entre les mains de qui? Une autre histoire. D'accord. Alors, la présidentielle de 2019, vous en avez également parlé à Kaolack, et ce qui a été retenu, si les comptes rendus que j'ai lus sont fidèles, c'est que vous aurez un candidat. Le Parti socialiste, de par l'histoire politique du Sénégal, est obligé d'avoir un candidat. Parce qu'à partir de ce moment, si le Parti socialiste, aujourd'hui, refuse d'assumer son rôle historique, le Parti socialiste aura même trahi son pacte avec le peuple sénégalais. Qui devrait être ce candidat du PS? Nous, du département de Dakar, nous avons eu à le dire clairement. Depuis les premières heures, nous avons dit que nous proposons le responsable du département de Dakar, le député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, comme candidat des socialistes, mais surtout candidat d'une large et vaste coalition. Parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Sauf que Khalifa Sall est encore dans les liens de la détention. Son procès est prévu le 3 janvier prochain. Certains disent qu'il pourrait être condamné. Et à se présenter à une présidentielle pourrait lui être retiré. Si un tel cas de figure se produit, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à vous ranger derrière un candidat de l'opposition? Je voudrais d'abord préciser que Khalifa Sall est d'abord un otage politique. Il est pris en otage. Et cela suite à un vaste complot ourdi par les plus hautes autorités de ce pays avec la complicité de la direction du Parti socialiste. Ça, il faut le dire clairement. Je voudrais que les choses soient claires. Cette stratégie qui consiste aujourd'hui à éliminer toute personne qui peut nourrir une ambition pour l'avenir de ce pays, cette stratégie ne colle pas avec l'esprit de la démocratie sénégalaise. Cette stratégie doit être mise de côté. Je rappelle que le président Macky Sall, tout de même, depuis que le Sénégal est indépendant, c'est la première fois qu'un président se permet de choisir les Sénégalaises et les Sénégalais qui doivent voter. Je pense que quand on prend la région de Matam, où plus de 80% des inscrits ont pu avoir accès à leur carte d'électeur et ont pu s'exprimer, contrairement à Dakar, la capitale, où plus de 54% des Dakarois n'ont pas pu voter parce qu'étant privés de leur carte d'électeur. Je crois qu'il y a des choses, franchement, qu'il faut qu'on dise, qu'on dénonce avec force parce que cela ne peut pas continuer. Et aujourd'hui, le président Macky Sall, ce qu'il cherche à faire aujourd'hui, c'est que pour la présidentielle de 2019, les candidats qui vont compétir et ceux qui ne doivent pas compétir. Je prends un simple exemple. Karim Wade, que je n'ai jamais défendu, que le PDS a désigné comme son que je n'ai jamais soutenu. Il se trouvait sur une liste avec 26 anciens responsables et dignitaires du Parti démocratique sénégalais. C'est le seul qui a été arrêté, jugé et condamné. Il n'y a aucun Sénégalais, je vous dis bien, aucun Sénégalais, y compris tous ces perroquets de service, qui est en mesure de vous dire ce que Karim a pris, où il a pris, comment il a pris et où il a placé. Un règlement de compte. Depuis quand est-ce que l'administration pénitentiaire fonctionne à 2h, 3h du matin? Depuis quand est-ce qu'un individu sort de prison, on lui confectionne un passeport dans la nuit, on l'exile du pays? Ça veut dire quoi cette histoire-là? C'est du banditisme, c'est du gangstérisme politique. Ça doit cesser. Alors, j'entends souvent des gens se permettre de dire que oui, le président Macky Sall tient le bon bout. C'est bien, c'est très bien. Il faut continuer à encourager le président. C'est ça qui est Barthélémy Dias, c'est que vous évoquez l'affaire Karim Wade, vous avez dit tout ce qui s'est passé et que rien n'a été fait pour arrêter ça. Les élections législatives, vous avez vous-même dit qu'il a choisi les électeurs qui doivent voter. Vous dites qu'il est en train de choisir ses propres candidats qui devraient lui faire face à la présidentielle de 2019. On ne dit rien. Alors on se dit finalement qu'il a en face de lui une opposition qui lui permet de faire ce qu'il veut. Vous savez, je rappelle que le 23 juin, ça a pris plus de 5 ans pour l'organiser. Je suis très bien placé pour en parler. Quand j'entends certaines personnes parler aujourd'hui, ces personnes me font rire. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont plus rien à prouver en termes d'engagement ou de courage politique. Toute chose a un temps.
Macky Sall a un agenda, nous en avons un. Aujourd'hui, nous travaillons d'abord au niveau de la communauté internationale particulièrement et en général auprès de l'opinion nationale pour que tout le monde puisse constater que ce que le président Macky Sall est en train de faire, c'est tout sauf de la démocratie. Le moment venu, on saura si le président Macky Sall est le propriétaire du pays. Parce qu'il y a des choses, je veux qu'elles soient claires. D'abord, il n'y a pas assez de prison pour mettre toutes ces personnes en prison. Et le président Macky Sall, je le répète, il n'a ni les moyens humains de pouvoir faire ce coup de force. Et comme il refuse d'écouter ce qu'on lui dit, ben, il comprendra, c'est ce que nous sommes en train de dire, si on y croit ou pas. S'il se débrouille pour créer un environnement où il va éliminer tous les potentiels adversaires à la présidentielle, lui-même ne le sera pas. Parlons de l'affaire Khalifa Ababacar Sall. Son procès était prévu jeudi 14 décembre. Finalement, ça a été renvoyé au 3 janvier pour une audience spéciale. Et ce renvoi, le fait que le procureur n'avait pas à son temps informé ses avocats de la tenue de son procès. Pour vous, c'est une précipitation ou bien c'est un acte délibéré du parquet? Ça dépend si on parle du procureur de la République ou si on parle du procureur pour l'Alliance pour la République. Parce qu'il y a un sérieux problème. Moi, je parle du procureur de la République. Non, moi, je ne suis pas trop sûr qu'actuellement, nous avons un procureur de la République. Je pense qu'il y a un chroniqueur très célèbre, qui a eu à faire part d'une audience à la présidence de la République entre le président et le haut magistrat. L'Union des magistrats. Je pense que dans une République qui se respecte, quand un chroniqueur, un journaliste avance des propos aussi graves, il est convoqué, pour ne pas dire arrêté. Je vous dis, ils ont intérêt à dire le droit. Vous savez, ce pays-là, pourquoi il est intéressant? C'est parce que le peuple sénégalais, il est particulier. Il observe. Aujourd'hui, il n'y a aucun Sénégalais qui est réconforté par la posture de cette magistrature. Le seul espoir que nourrissent actuellement les Sénégalais, c'est de savoir qu'il y a une génération qui refuse d'être une génération qui s'aplatit devant l'exécutif, qui croit à la séparation des pouvoirs. Et je pense aujourd'hui que, par exemple, la dernière sortie de l'Union des magistrats du Sénégal réconforte plus d'un. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'aller plus vite que la musique. Mais vous comprendrez aisément, personnellement, je n'ai aucun respect, aucune considération pour ce soi-disant procureur de la République. Alors, cette affaire-là sera jugée. On a entendu depuis quelque temps des partisans de Khalifa Ababacar Sall dire que si ça continue, il va falloir faire du débat, c'est-à-dire dire qu'il y a une caisse. S'il s'agit d'hommes politiques, etc. etc. Pour certains, le faire, ce serait un aveu de culpabilité. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je pense d'abord que Khalifa Sall, malheureusement, je n'ai pas accès à lui depuis qu'il a été arrêté. Vous n'allez pas le voir en prison? Non, je ne vais pas le voir en prison parce que sa place n'est pas en prison. Moi, je vais voir Khalifa Sall chez lui, je vais voir Khalifa Sall dans son bureau. Je ne vais pas le voir en prison parce que ce n'est pas sa place. Ceci étant dit, je pense que Khalifa Sall, tout de même, connaît le locale. Ses avocats savent très bien que le code, entre autres, interdit à tout édile communal de divulguer les noms des nécessiteux. C'est interdit par la loi. Ce que je peux dire, au niveau de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, il y a des dignitaires, dont des imams, des pères de famille, des mères de famille, qui ont souhaité pouvoir dire à la barre, témoigner ce que Khalifa Sall a fait pour eux. Et je rappelle aujourd'hui que quand on vouloir faire croire à l'opinion que Khalifa Sall n'avait pas le droit d'aider des gens à se soigner avec cet argent ou bien de payer des factures d'électricité ou bien la scolarité de leurs enfants, parce que dans la rubrique, dans le budget plus ou moins, dans le budget de la ville de Dakar, il y a des rubriques budgétaires prévues pour cela. Je leur rappelle aussi que le président Macky Sall, détenteur de fonds politiques, est à la tête d'un gouvernement où il y a un ministère de l'éducation, un ministère de la santé, entre autres. Donc, la ville de Dakar fonctionne de la sorte depuis plus de 3 décennies, 30 ans. Ça veut dire que si aujourd'hui il y a faute grave, le premier fautif s'appelle l'État du Sénégal. Parce que le budget de la ville de Dakar n'est pas voté par le maire de Dakar. Il est voté par un conseil municipal qui est élu. Et ce budget est approuvé par le représentant de l'État qui se trouve être le préfet. Mais le plus intéressant, c'est qu'après chaque exercice budgétaire, on vote ce qu'on appelle le compte administratif, qui est le reflet de l'exécution du budget de l'année, bien sûr, donc précédente. Et ce même compte administratif aussi, il est approuvé par le même préfet depuis 30 ans. Et je l'ai dit, je le répète, l'État du Sénégal ne paie aucune prestation, aucun service, aucun marché en numéraire. Pour payer la même facture chaque mois, pendant 30 ans, en numéraire,
ce sont des fonds politiques. On n'a pas besoin de s'expliquer pour cela. Macky Sall le sait très bien, il a été ministre de l'Intérieur, il a été Premier ministre, il a aussi... Mais malheureusement, comme ce n'est pas un bon sportif, il n'est pas animé d'un esprit démocratique, il pense pouvoir être plus intelligent que le peuple sénégalais. Très peu de temps, mais dites-nous, vous connaissez très bien la mairie de Dakar, vous êtes conseiller municipal. Alors, il a été dit par un de nos confrères et aînés dans la presse de ce week-end que l'IGE avait déjà commencé à fouiller la gestion de Khalifa Sall du temps du président Wade. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, ce sont ces gens qui de la République qui cherchent aujourd'hui à justifier la bêtise dans laquelle se trouve l'État. Je rappelle que le président Macky Sall, à un moment donné, a voulu se prononcer sur le rapport de l'IGE en parlant du lait à l'école, en disant que si tout ce lait-là avait été donné aux enfants, que les enfants termineraient par, bien sûr, avoir une diarrhée. Il a fallu que je lui fasse comprendre que ces enfants n'avaient pas besoin de ce lait à l'école pour qu'ils se calment. Les autres, vous comprendrez aisément qu'un perroquet de service, il est obligé de montrer un tant soit peu sa bonne foi. Ils émargent à la présidence de la République, au président de la République, qu'ils servent à quelque chose. Alors, Barthélémy Diaz, merci. Grand merci d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Assane Gueye, bonsoir.